Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres. Le général Gilbert Diendéré est toujours à la barre et répond aux questions des partis civils et de la défense. Sa position d'hier n'a toujours pas changé. La suite dans quelques instants. La sécurité des personnes et des biens, le bitumage des routes, la construction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires et la construction d'une usine pour l'exploitation du phosphate de Kodjari. C'est ce qui est demandé par les populations de la région de l'Est, réunies aujourd'hui à Fadangourma à l'occasion de la journée ville morte, une initiative du mouvement Ougoul Mouchi. Dans ce journal, vous verrez l'engouement suscité par cette journée ville morte. Elles sont nombreuses, les jeunes filles qui abandonnent l'école à cause du contexte sécuritaire au Burkina Faso. L'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme et Plan international veulent y remédier. Ces deux organisations ont donc mené la réflexion pendant 2 jours. La suite de ces réflexions dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Le général Gilbert Diendéré est toujours à la barre du procès Thomas Sankara après avoir répondu aux questions du parquet et du tribunal. Il répond aux questions des avocats des partis civils et de la défense. Mais sa position n'a pas varié depuis hier. Ils disent avoir constaté les faits après leur commission, ce qui n'a pas étonné l'avocat maître Prosper Farama. Synthèse de Sibline Ankelsi. Le général Gilbert Diendéré à la barre s'est montré très confiant. L'homme qui était le chef de corps adjoint du Sénèc, du Pau et chef de la sécurité du Conseil de l'entente au moment des faits a répondu sereinement aux questions du parquet. Maître Prosper Faraman de la partie civile a trouvé l'interrogatoire du général Gilbert Diendéré très enrichissant. Pour lui, ses appréhensions se confirment. Les appréhensions que nous avons se confirment. Ils sont dans une logique de dénégation totale. Dans cette stratégie de défense, je pense qu'ils apportent des arguments. Au contraire, moi je pense qu'ils déterminent qu'ils sont impliqués dans cette affaire. Parce que quand vous entendez le chef de sécurité présidentielle, en tout cas de l'unité chargée d'assurer la sécurité du président, vous dire qu'il y a eu une attaque contre le président et qu'à son arrivée, sans savoir ce qui s'est passé, il s'est dirigé vers les lieux, tout désarmé qu'il était, a discuté avec un agent, n'a réprimandé personne, n'a pas jugé utile comment ils appellent l'unité d'intervention rapide, donc les piquets d'intervention aient pu agir, estimant qu'il n'avait pas la possibilité d'agir et que par contre, il a instruit à cette unité de tout mettre en œuvre pour protéger, il a dit, j'ai retenu l'expression, pour se protéger. Il se protégeait lui-même, protégeait sa personne contre d'éventuelles attaques d'une unité extérieure. Mais c'est tout à fait, moi je pense parlant, de leur attitude. L'avocat du général Gilbert Diendéré, maître Mathieu Sommet, pour sa part, a conclu que le parquet n'a pas d'éléments de preuve à charge contre son client. Selon lui, le parquet était en difficulté face à son client Gilbert Diendéré. Mon client ne contribue à rien du tout pour cela. Le parquet poursuit, il doit prouver les faits. S'ils n'ont pas d'éléments de preuve, ils n'ont pas accusé notre client davantage. Ils doivent prouver les infractions qu'ils ont retenues contre lui, c'est tout. Mais vous avez remarqué qu'ils n'ont aucun élément. Ils ont été vraiment, je ne sais pas qualifier, mais en difficulté. C'est ce que je peux dire. C'est l'ensemble des 4 chefs d'inculpation. Sur l'ensemble des 4 chefs, vous ne suivez pas les questions. Il y a certains chefs d'inculpation sur lesquels ils ne reviennent même pas du tout. D'abord, il n'était pas sur place, il est revenu au moment des faits. Il est revenu trouver que les faits étaient en cours de réalisation, donc il n'était pas sur place. Et il a bien expliqué que ces 2 gardes rapprochés, c'était un affrontement en 2 gardes, des éléments du même corps. Quand c'est comme ça, c'était difficile pour lui. Il ne savait pas lui qui était qui. C'est ce qu'il a dit. Il ne pouvait même pas se fier à un groupe. Quand il y a un tel flou, on ne sait pas qui est qui. C'est ce qui s'est passé et il a expliqué clairement. Donc il n'y a rien comme contradiction dans ses propos. Il a été très logique. Alors je pense que ce sont les partis civils qui vont venir demain. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à ajouter encore. Tout a été déjà dit. Le procès est déjà bien avancé, je pense. L'interrogatoire du général Gilbert Diendéré se poursuit avec la partie civile. Face à face ce matin entre le général Gilbert Diendéré et les avocats de la partie civile. Un face à face au procès Thomas Sankara que Stéphane Sanou suit de près. L'interrogatoire du général Gilbert Diendéré a débuté aujourd'hui avec les avocats de la partie civile.
Les avocats de la partie civile estiment que Gilbert Diendéré devrait mettre tout en œuvre pour établir l'ordre afin de ne pas mettre fin au CNR, c'est-à-dire le Conseil national de la Révolution, en interpellant ou en arrêtant le capitaine Blaise Compaoré et le commandant Boukari Lengani. À ce niveau, Gilbert Diendéré indique qu'il était dans l'incapacité d'arrêter ses supérieurs. Comment je vais mettre aux arrêts le capitaine Blaise Compaoré et le commandant Boukari Lengani et faire quoi par la suite, a-t-il soutenu? À cette réponse, la partie civile trouve que Gilbert Diendéré a préféré la mort du CNR au profit du Front populaire. Les avocats de la partie civile reprochent également à l'accusé du jour de n'avoir pas pris des dispositions pour vérifier si tous les corps au Conseil de l'Entente étaient vraiment des corps sans vie, puisque c'est possible qu'il y ait des blessés ou des survivants parmi les corps ensanglantés. L'accusé se défend en disant qu'il a conclu qu'ils étaient tous morts au regard de l'état dans lequel les corps se trouvaient. Pour terminer, la partie civile a laissé entendre qu'elle aurait voulu que Gilbert Diendéré assume la responsabilité des faits du 15 octobre 87, puisque ce sont ces hommes qui ont ouvert le feu au Conseil de l'Entente. Et Gilbert Diendéré de refuser de porter cette responsabilité en insistant qu'il n'a pas donné d'ordre à personne de commettre de tels actes. Notons que l'interrogatoire se poursuit toujours ici à Ouagadougou avec Gilbert Diendéré. Germaine Farama, Sibli Nankelsi et Stéphane Sanou depuis la salle des banquets pour Savan Média. Journée ville morte aujourd'hui dans la région de l'Est. Les populations de Fadangourma ont répondu nombreuses à l'appel lancé par le mouvement Ougoulmoufi. À la place des martyrs de Fada, les populations de la région de l'Est ont dénoncé la situation sécuritaire dramatique dans la région. Soumaïla Rabo nous en dit plus dans ce reportage. La journée ville morte est respectée dans la capitale de la région de l'Est, Fadangourma. Au marché de Fada, les commerçants ont massivement répondu à l'appel du mouvement Ougoulmoufi de suspendre toutes les activités économiques aujourd'hui de 6h à 18h. Dans les rues, le calme inhabituel qui règne montre que la région de l'Est a mal à sa sécurité. Un rassemblement à la place des martyrs a permis au mouvement Ougoulmoufi de situer le cadre de sa protestation silencieuse, dénoncer la faiblesse de la gouvernance sécuritaire et marquer sa solidarité avec les déplacés internes et les familles meurtries prises au piège des terroristes dans toutes les 5 provinces de la région de l'Est, la plus vaste du Burkina avec 17% du total de la superficie du pays. Tout autre chose à présent. C'est parti depuis ce matin à Ouagadougou pour la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse, le FILEP. Cette 9e édition du FILEP se tient sous le thème « Au carrefour des crises sanitaires, sécuritaires, politiques et des mutations technologiques, construisons des médias résilients au service des citoyens africains ». Écoutons le ministre de la Communication, Ousseini Tamboura, et le président du comité d'organisation, Siriki Dramé, tous interrogés au micro d'Issa Oumar Ati. Nous pouvons dire déjà que nous sommes très heureux aujourd'hui parce que ce n'est pas évident de tenir le festival dans les conditions difficiles que le Burkina connaît, que l'Afrique connaît de façon générale. Donc nous appelons les participants, les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs de la liberté de presse qui sont là avec nous, aussi bien ceux du Burkina que ceux qui viennent d'ailleurs, en tout cas à se mettre vraiment à la réflexion pendant ces 3 jours pour qu'on puisse sortir des propositions et des suggestions qui vont vraiment aider les hommes et femmes des médias et leurs organes à être résilients dans ces situations. Et nous sommes venus donc soutenir cette initiative pour marquer l'attachement du gouvernement et de son premier chef, le président du FASO, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, mais davantage marquer notre attachement à la responsabilité sociale des journalistes lorsque les conditions de nos pays, et ce n'est pas seulement au Burkina Faso, dans beaucoup de pays du continent africain, il y a un contexte sécuritaire, il y a un contexte sanitaire, il y a aussi un contexte sociopolitique qui exige que nous regardions comment traiter l'information sans fragiliser les efforts de lutte contre le terrorisme par
par exemple, comment traiter l'information sans fragiliser les dispositifs sécuritaires, comment traiter l'information sans exposer les populations, comment traiter l'information dans bien de défis qu'il faut relever. Donc je considère que nous sommes très attachés à ce cadre de formation, à ce cadre de partage d'expérience. Et comme je l'ai dit, nous sommes attachés aussi à ce que ce FILEP soit régulièrement tenu, parce que nous les gouvernants, en particulier le gouvernement, exploitent toujours les recommandations qui seront issues des travaux. Au moment où s'ouvre la 9e édition du FILEP, la foire du FILEP bat son plein. Nous allons rejoindre Mireille Ouedraogo sur le site du FESPACO pour voir l'ambiance. Les spectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, bonjour. Nous sommes actuellement sur le site de la foire du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse. Il faut noter qu'il y a une foire au sein du siège du FESPACO qui est à sa première édition. À cette foire, on note la présence des exposants venus du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal, mais aussi de bien d'autres pays. Je ne suis pas seule, je suis en compagnie d'une exposante. Alors, bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez vous présenter? C'est madame Adiatou Christine de la Côte d'Ivoire, artisan Côte d'Ivoire. Je viens précisément d'Abidjan, en Gré. Alors madame, qu'est-ce que vous exposez ici? Bon, moi je suis modéliste styliste. J'expose les vêtements hommes, dames, enfants. Également, je suis accessoiriste et je confectionne des colliers et des bracelets. D'accord. Vous allez peut-être nous montrer quelques échantillons de produits que vous avez dans votre stand. Ok, bon, concernant les colliers, voici les colliers que je tiens à la main. Ces colliers sont faits des hématites, la pierre hématite. Pourquoi je me suis accentuée sur la pierre hématite? Parce qu'à travers mes recherches, j'ai vu que la pierre hématite régule la tension artérielle. J'ai dit pourquoi ne pas faire l'assemblage des perles et des hématites. Et voilà le collier que je présente, je l'ai fait toute jolie. Également, j'ai fait les colliers, je l'ai mélangé à l'hématite et à la tourmaline. Alors, madame, je vois qu'il y a également des pagnes. Est-ce que vous pouvez nous présenter les pagnes? Bon, comme j'ai fait le FESPACO, Ouaga la Belle, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est les pagnes du FESPACO que je vends. Également, j'ai mes vêtements, les robes venues de la Côte d'Ivoire. Vous voyez les robes venues de la Côte d'Ivoire. C'est les pagnes de chez nous. Je suis modéliste styliste. Et j'ai fait mes créations, je confectionne les vêtements des mamans, des jeunes dames et des enfants. D'accord, merci bien madame, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. Il faut également noter que la consommation locale est au rendez-vous de cette foire. Bien sûr avec le Faso d'Anfani, il y a le coq Donna, le styliste François Ier est présent ici même. Vous savez, François Ier, c'est un créateur de la mode éthique contemporaine avec le 100% Faso d'Anfani. Il y a aussi des mets locaux comme le gonré, le zabné, des tenues venues du Sénégal comme on l'a su bien dit. Alors n'hésitez pas à effectuer massivement le déplacement du côté du siège du FESPACO pour prendre part à cette foire. Ne vous faites surtout pas raconter l'événement. Alors on vous repasse l'antenne. Mobilisation générale, sursaut patriotique, patriotisme politique et économique, c'est ce qu'il faut au Burkina pour vaincre le terrorisme, selon le mouvement alternatif de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie. Ce mouvement a animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda dans ce reportage. Face à la presse, les premiers responsables de l'alternative de veille citoyenne, des acteurs économiques pour le développement de la patrie, ont expliqué qu'une prise de conscience de la population s'avère nécessaire pour faire face au terrorisme au Burkina. D'où cette sortie pour sonner la mobilisation. Nous appelons à un sursaut patriotique de tous les Burkinabés d'ici et de la diaspora pour sauver notre pays, notre patrimoine commun, l'héritage de nos ancêtres, le Burkina Faso. Depuis 6 ans,
que nous sommes attaqués. Quel pays est venu à notre secours? L'Union africaine, la CEDEAO, l'UMOA, la force Barkhane, personne. Au président du Faso, nous apportons nos encouragements. Nous lui demandons de lancer la campagne de communication contre la guerre. À tous ceux qui insultent nos forces morales, coutumiers et même notre président, nous les appelons à la retenue. Le président du Faso est alors interpellé. Il est invité à prendre des mesures fortes. Nous demandons au président du Faso de placer des hommes de qualité et patriotes dans nos ministères pour l'aider à la relance économique et vaincre la vie chère et le terrorisme. Nous demandons l'ouverture des frontières terrestres pour faciliter la bonne circulation des personnes et des biens. Nous appelons à tous les affaires de pouvoir qui prétendent avoir des solutions sécuritaires à la région de la République. Nous demandons à la population de s'impliquer véritablement dans la lutte contre le terrorisme afin de sauvegarder notre indépendance. Alternative propose le rétablissement du service militaire obligatoire, la création d'unités populaires de protection et de veille du territoire dans tous les secteurs, arrondissements, communes et villages, le rappel de tous les réservistes. Les membres du mouvement alternatif ont demandé par ailleurs que le président du Faso s'implique dans la résolution du problème foncier. L'opposition politique burkinabé menace de descendre dans les rues et demander la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré si dans un mois la situation sécuritaire reste inchangée. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse hier par le chef de file de l'opposition. Issa Oumar Atié nous en dit plus. Muette depuis plus de 2 mois, l'opposition politique réapparaît sur la scène et tire à boulet rouge sur la gouvernance de Roch-Marc Christian Kaboré. Une gouvernance que le CEFOB juge chaotique, lamentable sur le plan sécuritaire, alimentaire et économique. Edi Komboigo dépeint un tableau catastrophique et menace. Le CEFOB ne sera jamais complice du gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, ni de Roch-Marc Christian Kaboré. Notez-le une fois pour de bon. Ni aujourd'hui, ni demain. Jamais, au plus grand, jamais. Notre combat se fera démocratiquement. Si nous avons donné un délai, c'est parce que nous pensons que nous devons leur donner un dernier avertissement. Et nous avons dit que nous réagirons au bout du mois. Nous avons, si rien n'est fait, l'objectif n'est pas d'aller renverser le gouvernement. L'objectif, c'est de ramener la paix au Burkina et de développer le Burkina. Dans le respect de la Constitution. Mais si rien n'est fait, l'opposition est obligée de donner la voix. Nous ne sommes pas des putschistes. Il faut le noter pour de bon. C'est un peuple qui a élu un régime en place le 22 novembre dernier. Nous sommes une opposition républicaine, nous dénonçons ce qui ne va pas et nous faisons des propositions. Pour le moment, l'opposition propose tout de même une évaluation de la qualité du matériel militaire, celle de la flotte aérienne et l'acquisition des vivres sur le marché international afin de faire face à la menace de la famine. L'opposition politique voudrait solennellement, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, alimentaire et économique dans notre pays, exiger la prise de mesures urgentes, adéquates et véritables contre la vie chère. La prise de mesures immédiates pour l'acquisition de vivres sur le marché international pour parer à la famine qui s'annonce à grands pas dans les mois à venir, tant au profit des hommes que des animaux. La réouverture immédiate des frontières terrestres pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. La mise en place dans les meilleurs délais d'une commission composée d'experts pour évaluer la qualité des matériels militaires acquis au profit des forces de défense et de sécurité conformément aux standards définis. S'assurer la qualité de la flotte aérienne relative aux informations circulant sur la qualité douteuse et les conditions d'acquisition de nos avions militaires. Le CEFOB a également déploré au cours de cette conférence de presse l'insuffisance d'implication de la communauté internationale face au drame qui traverse les pays sahéliens. Un appel est donc lancé à l'endroit de l'Union africaine et de l'ONU pour des solutions urgentes et efficaces face au phénomène d'insécurité.
Hier, aux environs de 13h, un dépôt de tuyaux de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA 6 dans la ville de Ouagadougou a pris feu. Les causes de l'incendie ne sont toujours pas connues. Abdoulaye Kinda était sur place. Suivez. Un incendie en pleine cour de l'agence ONEA dans le quartier 6 de Ouagadougou. Par ici, ce sont des hautes herbes qui brûlent. Par là, ce sont des tuyaux de l'Office national de l'eau et de l'assainissement qui crament. Les témoins comme les passants se posent des questions sur l'origine de l'incendie, mais se montrent fermes sur le manque de célérité des sapeurs-pompiers. J'étais de passage. Maintenant, ce que les sapeurs-pompiers ont fait, c'est pas bon parce qu'ils ont pris des heures avant de venir. Et quand ils sont venus, et dans une heure de temps, l'eau est finie. Donc l'eau est finie partout et puis ils sont repartis. Donc il faut que les autorités pensent à ça. Voilà, parce que nous sommes des producteurs. Si c'est comme ça, si ça va être une continuité, nous ne sommes pas comme ça. Donc maintenant, nous on ne sait pas. D'autres ont dit qu'ils ont ramassé les trucs là et puis pour allumer. C'est les tuyaux avec les tôles là qui sont en train de... Cette hypothèse d'un incendie parti du petit feu mis dans les airs est la plus haute plausible. Au regard de la grande quantité du stock de tuyaux, les sapeurs-pompiers ont mis plusieurs heures avant de maintenir les flammes. La Fédération des tisseuses du Burkina Faso, FENATI BF, veut mettre en valeur le Faso d'Anfani. C'est pourquoi elle organise du 11 au 14 novembre prochain la première édition des 72 heures du Faso d'Anfani. Pour annoncer cet événement et faire le point des préparatifs, la FENATI BF a tenu une conférence de presse hier à Ouagadougou. Sibli Nankelsi. Les 72 heures du Faso d'Anfani seront une occasion pour la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso, FENATI BF, de magnifier le Faso d'Anfani, le pagne tissé burkinabé. Elles seront également un tremplin pour les organisateurs de réfléchir sur la pérennité du Faso d'Anfani et sa contribution dans l'économie du Burkina Faso. Justine Kafando est présidente de la FENATI BF. Pour elle, ces 72 heures du Faso d'Anfani vont réunir des tisseuses des 13 régions du Burkina Faso. C'était une première édition que nous devions vraiment de réaliser. Parce que depuis que la fédération a été créée en 2017, nous avions ça dans l'idée. Promouvoir le Faso d'Anfani. Bon, les autres éditions viendront après, mais il se devait que nous devions le faire. Et nous avons dit, bon, quel que soit ce qui va se passer, on va le faire. Et nous sommes optimistes. Au cours de la conférence de presse annonçant l'événement, Justine Kafando a relevé les difficultés que les tisseuses rencontrent. Il s'agit entre autres de l'acquisition de la matière première et de l'écoulement du pagne tissé. C'est d'abord les matières premières, parce que vous voyez, les Burkinabés n'arrivent pas toujours à payer le pagne Faso d'Anfani parce qu'ils disent que c'est cher. Et la cherté vient des matières premières. En tout cas, si nous pouvions avoir le fil à de meilleurs prix, je pense que le pain aussi, le prix du pain va diminuer. Et encore, c'est pour l'écoulement que je vous dis. Parce que maintenant, il y a beaucoup de tisseuses qui se sont investies. Mais les Burkinabés n'achètent pas. Ils achètent, actuellement c'est amélioré, mais pas comme nous le voulons. Et nous sommes obligés chaque fois de nous déplacer dans les pays de la sous-région pour écouler les stocks que nous avons, comme au Mali, au Sénégal, et ainsi de suite, au Bénin, Togo, tout ça. Les 72 heures du Faso d'Anfani démarrent le jeudi prochain au CIAO avec plusieurs activités au programme, dont une exposition vente du Faso d'Anfani. L'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme et plan international s'inquiète du fait que des jeunes filles issues des zones à risque sécuritaire abandonnent l'école. Ces deux organisations ont donc lancé un plaidoyer en faveur du maintien à l'école de ces jeunes filles. C'est dans ce sens qu'elles ont remis un document de plaidoyer au ministre de l'Enseignement national après 2 jours de réflexion. Fatih Sankara nous fait le point. La crise sécuritaire qui sévit au Burkina depuis 2015 a drastiquement impacté l'accès des filles à l'école. Parmi les 300 000 filles qui ont abandonné les bancs du fait de cette crise, les filles ont le plus payé les frais. Conséquence, elles sont victimes de viols,
de grossesse non désirée et d'IST. Il y a urgence à agir pour réduire l'ampleur de cette situation. Après avoir fait l'état des lieux, l'initiative Panan Tougri pour le bien-être de la femme et Plan International ont décidé de mener un plaidoyer auprès des autorités. C'est surtout de rendre opposable ce droit à l'éducation des filles et des femmes au niveau des gouvernants et surtout au niveau des parents. Voilà. Parce que le droit à l'éducation est un fait au Burkina. Le Burkina a ratifié des conventions. On fait des recommandations qui ressortent dans le document. Et nous espérons qu'à la suite de cet atelier, des actions concrètes seront prises pour une amélioration de l'accès et du maintien des filles dans le système scolaire en cette période de crise sécuritaire. C'est un projet extrêmement important. Nous sommes bien conscients que le gouvernement fait énormément d'efforts pour l'éducation des filles, l'éducation des jeunes et notamment ces enfants qui sont en ce moment affectés par la crise. Mais vous savez, nous demandons toujours de faire plus et de faire mieux. La représentante du ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Ouarou, qui a réceptionné le document de plaidoyer, rassure. Nous ne pouvons que saluer cette initiative qui vise donc à engager l'ensemble des acteurs au niveau, en tout cas national, et avec notamment les acteurs communautaires pour que nous puissions œuvrer ensemble à la réussite donc de la promotion de cette éducation et surtout dans les zones de crise. Donc vous comprendrez que cette action va vraiment au cœur du ministère de l'Éducation nationale parce que c'est une action qui entre en droite ligne dans nos objectifs. Ils seront transmis à qui de droit pour examen et prise en compte. Vous avez vu que l'accès et le maintien des filles dans les zones à risque sera reversé aux Assises nationales de l'éducation. Yvette Dambélé. Des actions sur le terrain vont suivre ce plaidoyer. La 8e édition de la journée de l'intégration interreligieuse pour la paix au Burkina Faso a eu lieu le dimanche dernier devant les locaux de Savane Média. L'objectif de cette journée est de prôner la cohésion sociale au Burkina Faso. Daouda Yameogo. Prestation de troupes traditionnelles et d'artistes religieux, message de paix des leaders religieux et lâcher de colombes ont été les temps forts de la journée de l'intégration interreligieuse. Selon le promoteur Dieudonné Congo, cette journée a permis de renforcer les liens entre les religions au Burkina Faso. Sur un tel événement, avec près d'une quinzaine d'artistes, avec un beau monde qui est estimé à 1 millier, vraiment je rends grâce à Dieu et je pense que notre objectif est atteint, pouvoir communiquer, pouvoir passer le message. C'est de quel message il s'agit? C'est le message de la paix, c'est le message de la cohésion sociale, c'est le message de l'acceptation de l'un par l'autre, c'est l'acceptation, n'est-ce pas, et le respect de la religion de l'autre. Je suis complètement satisfait pour ce bilan. Le député Eli Othman Zongo a salué l'initiative. C'était l'occasion pour eux d'inviter les uns et les autres à ne pas se laisser manipuler, trahir par un certain qui utilise la fibre religieuse pour diviser la population afin de témer la terreur à leur sein. C'était l'occasion de sensibiliser les uns et les autres et faire la culture de la paix dans les quartiers, dans les familles, dans les villages, dans les différents secteurs. C'était l'occasion d'inviter les uns et les autres à plus de solidarité et de cohésion sociale. En tout cas, nous sommes satisfaits. Le parrain El Hadj Moussa Nikema a soutenu l'événement pour la cohésion sociale au Burkina Faso. Vu le thème, c'est vraiment la cohésion sociale, quelque chose de très pertinent. Si tu viens assister à cette cérémonie, tu vois que c'est une cérémonie qui regroupe tous ces gens-là. Ça veut dire que si tout le monde arrivait vraiment à s'entendre de cette manière, nous pouvons aller au-delà. Il peut plus avoir plus d'entente, plus de cohésion dans le pays. Et ces différentes guerres et tout, ça va diminuer. Le comité d'organisation a donné rendez-vous aux participants en novembre 2022.
Eh bien, c'est la fin de ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Au revoir.